Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de don de soi. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes qui contribuent à changer le monde pas à pas. Bienvenue dans Les Engagés. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dorine Bourneton. Bonjour Dorine. Bonjour. Parfois, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'engagement, c'est changer le regard des autres, poursuivre son rêve quoi qu'il arrive, et prouver que l'impossible n'est jamais certain. C'est pour ça que je vous ai invitée, Dorine. Passionnée d'aviation depuis votre plus jeune âge, vous avez effectué votre premier vol solo à 15 ans, et à 16 ans, à la suite d'un accident d'avion dont vous êtes la seule rescapée, vous vous réveillez paraplégique. À 16 ans, vous perdez vos jambes, mais pas votre feu intérieur et votre passion, voler. Vous mettez alors toute votre fougue et votre volonté pour reprendre les commandes d'un avion. Et depuis, vous n'avez de cesse, en parallèle de vos vols de pilote et de voltige, de faire changer la réglementation française concernant l'accès des handicapés au pilotage, mais aussi d'entraîner les autres vers le ciel et vers là-haut. Avant de décoller, on va revenir un peu en arrière. Comment était votre enfance et comment est née cette passion pour l'aviation à la suite de vos héros, Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet? Assez étrange finalement pour une petite fille auvergnate dans les années 80. Oui, c'est vrai, mais j'ai grandi à la campagne dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose à faire. Mon père était ambulancier et passionné d'aviation. Et lorsque j'étais petite, il me partageait justement les récits de ces grands pilotes qui ont écrit l'histoire de l'aviation, c'est Mermoz, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Il me racontait l'histoire de l'aéropostale, des pionniers qui ont défriché les premières lignes aériennes, les routes du ciel. Et moi, ça me faisait rêver et je me disais, mais quand je serai grande, moi aussi, je voudrais accomplir des exploits. Et pourquoi pas les réaliser à bord d'un avion, parce que l'aviation me semblait être un endroit, un lieu de tous les possibles. À la fois, l'avion est un outil pour transporter du matériel, pour transporter du fret, des vivres, pour venir en aide aux populations qui vivent dans des régions lointaines. À la fois, l'aviation, il y a une forme de conquête, il y a une forme aussi de dépassement de soi, parce qu'il faut arriver à maîtriser un paquet de métal qui, à la base, n'est pas fait pour voler, pour planer dans le ciel. C'est une discipline extrêmement exigeante, technique, fine, pleine de poésie, et ça correspondait totalement à mon tempérament, comme vous le disiez, fougueux, aventureux, avec cet esprit d'aventure que j'avais, et cette envie d'être moi aussi une pionnière, être la première en quelque chose. Évidemment, quand j'étais petite, je ne savais pas en quoi. Mais je me disais qu'avec l'aviation, j'allais trouver. Donc vous faites votre premier vol solo à 15 ans. Et puis, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord cette sensation de ce premier vol solo, et puis ensuite le moment où tout a basculé à peine un an plus tard? Alors le premier vol solo, c'est le jour où votre instructeur vous dit, après avoir fait, avoir répété les gestes, avoir fait des décollages, des atterrissages, avoir fait des tours de piste. À l'issue de cette séance de vol, l'instructeur, on se gare au parking et vous dit « maintenant, tu vas y retourner toute seule. Tu vas y aller seule. » Là, je peux vous dire qu'à 15 ans, vous n'avez pas votre permis de conduire, vous n'avez pas confiance en vous. C'est un moment où, difficile. Vous pouvez dire non. Mais dire non, quand on a un objectif à atteindre et puis quand on est engagé dans une voie, ça serait un peu un échec. Donc forcément, on dit d'accord, mais voilà, il faut assumer, il faut assumer son choix, et puis il faut voler jusqu'au bout. Et forcément, vous avez peur parce que vous vous retrouvez seul pour la première fois dans le ciel. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit, c'est que vous allez apprendre à dominer votre peur.
Vous allez apprendre à faire avec et à vous concentrer uniquement sur l'objectif à atteindre. Et la peur, finalement, l'utiliser comme une forme d'énergie, de puissance pour atteindre cet objectif de concentration, de rigueur. Et c'est ce que je suis parvenue à faire, malgré mes pieds, je me souviens, qui tremblaient sur les palonniers. Je suis parvenue tremblante à me poser sur la piste et à faire un magnifique atterrissage. Et ce jour-là, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur la peur et sur la nécessité d'essayer de la dépasser. Elle peut vous étreindre, mais il faut apprendre à l'accueillir. En réalité, la peur est peut-être perçue comme quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui peut être, si vous arrivez à la maîtriser, à ne pas vous laisser envahir, qui peut être très positive parce qu'elle vous pousse à agir, elle vous met, vous êtes dans le mouvement, dans l'action et concentré sur l'objectif. J'étais entraînée quand même, et donc à atteindre cet objectif et à réussir. Et puis il y a eu cette matinée, 1 an plus tard, je disais, où tout a basculé. Est-ce que vous pouvez nous raconter C'était au mois de mai. Le 12 mai, il était tôt, il y avait de la brume. Et ce jour-là, on avait rendez-vous avec les pilotes de Canadair à Marignane. On partait au départ de Clermont-Ferrand. On partait à 2 avions. Dans l'autre, il y avait mon père. Et la météo a été annoncée comme n'étant pas favorable ce jour-là pour prendre les airs. On n'aurait pas dû partir, mais on est parti. Et en route, dans la région du Puy-en-Velay, à un moment donné, devant nous se dresse un mur de nuages, compact, dense. Et pour un pilote qui n'est pas entraîné à voler dans les nuages, donc à voler, comme on dit, aux instruments, eh bien, c'est un mur infranchissable, c'est un mur mortel, en fait. Parce que les statistiques disent que quand un pilote qui n'est pas entraîné entre dans les nuages, eh bien, il reste 3 minutes avant le crash. 180 secondes. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Le pilote est rentré dans les nuages, il s'est laissé surprendre. Il n'a pas eu le temps de faire demi-tour. Et devant nous se dressait une montagne, le flanc du mont à l'Ambre. Les arbres ont arraché les ailes et on s'est crashé sur le flanc de la montagne. Et j'ai été la seule rescapée, la seule survivante de ce crash. Vous avez attendu longtemps avant que les secours n'arrivent? Alors j'ai attendu longtemps parce que les secours n'arrivaient pas à nous localiser. Il y avait du brouillard, la balise de détresse n'émettait que par intermittence et ce n'est qu'en fin de journée, quasiment la nuit allait tomber, qu'un radioamateur avec une hyperacousie a entendu mes cris. J'appelais au secours, il a entendu mes cris et c'est lui qui m'a retrouvée. En fait, c'est un handicapé qui m'a retrouvée. J'étais vivante. Alors à ce moment-là, j'avais pas conscience, bien sûr, de mon dos explosé. J'avais pas conscience que j'avais perdu mes jambes, bien sûr. À ce moment-là, tout ce qui m'importait, c'était d'être sauvée. Quand avez-vous réalisé que vous ne marcheriez plus et qu'est-ce qui vous a traversé à ce moment-là? Une volonté de voler quand même, Un matin, après une séance comme ça, avec mon kiné, une séance de massage, j'ai regardé mon kiné en droit dans les yeux et je lui ai demandé « Mais ça fait 1 mois que je suis là et il n'y a toujours rien qui se passe, il n'y a toujours rien qui bouge, je sens toujours pas mes jambes. Quand est-ce que ça va revenir ?» Et moi, j'étais persuadée qu'il allait me dire « Écoute, Dorine, c'est qu'une question de temps, mais... » Non. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Mais tu sais, Dorine, il se peut très bien que ça ne revienne jamais. » Et là, j'ai compris. J'ai compris que mes jambes ne me porteraient plus jamais et que je resterais toute ma vie clouée dans un fauteuil roulant. Alors évidemment, je suis remontée dans ma chambre pour pleurer en me faisant la promesse que plus jamais je ne quitterais cette chambre d'hôpital, plus jamais je ne quitterais mon lit. Et à un moment donné, j'ai entendu des rires dans les couloirs de l'hôpital. Et là, j'ai ouvert la porte, je suis allée voir et j'ai vu 2 jeunes de mon âge ou à peine plus vieux, en fauteuil. Ils riaient en fauteuil.
Et là, ça a été un électrochoc parce que je me suis dit, oui, on peut être handicapé et on peut être heureux. On peut être handicapé, on peut rire et on peut finalement se foutre de ces jambes qui ne marchent plus. On est vivant et finalement, c'est ce qui compte. Parce que les 3 personnes qui m'accompagnaient de leur rire dans l'avion, elles sont mortes au moment de l'impact. Elles n'ont pas eu ma chance. Donc je me suis dit, handicapée ou pas, il faut continuer, il faut aller vers la vie, quoi. Et pour moi, aller vers la vie, ça voulait dire continuer mon rêve de pilote. Donc 4 ans plus tard, vous avez eu votre brevet de pilote, donc ça a été un long chemin. Ça a été un long chemin parce que lorsque je pose la question « Comment piloter un avion lorsqu'on n'a plus l'usage de ses jambes ?» on me répond « Mais c'est impossible. On a besoin de ses jambes pour piloter un avion. » Bon, je vous passe la partie technique, mais dans un avion, il y a des palonniers. On contrôle l'avion avec les pieds. Et puis on me disait « Mais comment vous allez faire pour monter dans l'avion? Et comment vous allez faire pour en descendre ?» Et en fait, on me disait « Mais il n'y a pas de solution. » Et puis un jour, comme les marins lancent une bouteille à la mer, moi j'ai lancé une bouteille dans les nuages en espérant qu'un pilote la trouve. Et un jour, je lis dans un article sur une école de pilotage à Toulouse qui a des avions équipés de commandes manuelles de pilotage. C'est-à-dire que les commandes qui sont habituellement au pied ont été ramenées à la main et peuvent être utilisées par des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes. Et donc là, je quitte mon village, je quitte Noiretas pour Toulouse et je réapprends à voler, je réapprends tout ça, à monter dans l'avion, à descendre plus vite qu'un valide. Et j'obtiens mon brevet de pilote 1 an plus tard. Je vais vous demander, Dorine, pour permettre aux auditeurs de plus se rapprocher de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez, est-ce qu'il y a un son ou une musique qui vous rappelle cet engagement? Alors le son, c'est le démarrage de l'avion. Quand l'avion ratatouille un peu, et là, pouf, après ça part. Là, c'est le chemin qui s'ouvre à nouveau et la trajectoire. Après, c'est les odeurs aussi dans un avion. Il y a les odeurs d'essence, il y a les odeurs de cuir un peu. C'est une ambiance, une odeur tout à fait particulière et je sens bien que quand je monte dans un avion, je me transforme. Je suis plus Dorine, la femme qui se déplace en fauteuil roulant, handicapée. Je suis Dorine, la femme pilote. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre parce que le ciel, finalement, se moque des fauteuils. Le ciel ne regarde pas les fauteuils, en fait. Quand on est là-haut, on retrouve notre liberté. Quand on peut piloter un avion avec ses mains, ses bras, la force de ses bras, on est un pilote à part entière. Après, c'est le même apprentissage que les valides, on apprend les mêmes choses. Il y a une partie théorique, la réglementation, la météorologie, la mécanique. On apprend les atterrissages, les décollages. Et c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de différence quand on est dans le ciel. La seule différence, je dirais peut-être, c'est que pour nous qui sommes privés de l'usage de nos jambes, pour qui c'est si dur de pousser sur le fauteuil, de pousser sur les roues, quand on est là-haut, il y a un sentiment de liberté absolument phénoménal, quoi. Et de joie, de plénitude. L'avion m'a pris mes jambes, mais l'aviation m'a permis aussi de me reconstruire et d'être celle que je voulais devenir et celle que j'étais finalement au fond de moi. Elle m'a révélée. Vous avez fait beaucoup de voltige, vous en faites encore. Pourquoi la voltige ? Pourquoi la voltige ? Parce que c'est des sensations extraordinaires. Et puis aussi parce que pour être entendue, il fallait que je sois la première, la seule à faire de la voltige en ayant un handicap. Et c'est ce que je suis devenue, la première femme handicapée au monde, pilote de voltige. Et je savais que ce serait comme ça que je pourrais être entendue en écrivant des loopings dans le ciel.
et être reconnue. Et j'avais besoin de cette reconnaissance, parce que quand vous traversez comme ça une vie, un chemin semé d'embûches, chaotique, difficile, finalement vous ne voyez plus que ça. Vous ne voyez plus que vos échecs, vous ne voyez plus que ces difficultés, la douleur, les cauchemars que vous avez pu faire la nuit, enfin, et vous ne voyez plus finalement vos réussites. Et la voltige, c'est quelque chose de tellement puissant qui m'a aussi donné accès au Salon du Bourget, qui est le plus grand salon aéronautique du monde, le salon international de l'aéronautique et de l'espace, là où volent les plus grands pilotes, les maestros du ciel, les pilotes de la patrouille de France, enfin, les champions du monde, les meilleurs sont au Bourget. Et moi, j'ai eu ma place, mon petit carré de ciel bleu au Bourget, en étant la première. Ça m'a permis de me reconstruire et finalement d'avoir envie aussi de continuer, d'aller plus loin. Il y a une quinzaine de jours, vous avez fait votre premier atterrissage solo en planeur. Pourquoi le planeur ? Pourquoi le planeur ? Parce que aujourd'hui, on vit le réchauffement climatique, hein, c'est indéniable. On y est, on y va, ça va continuer. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose qui limite mon impact sur l'environnement. Et le planeur, donc on vole avec les courants, on vole avec le vent, on vole avec l'invisible, on joue avec l'invisible, avec les ascendances. Et on n'utilise pas de moteur. C'est une façon de voler qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus pure, beaucoup plus délicate. Et c'est une façon aussi pour moi de continuer à progresser, de continuer à apprendre, à me challenger. Je pense aussi que j'avais envie de me retrouver dans la position de celle qui, de nouveau, est l'élève, de celle qui apprend. Parce que j'aime ça, en fait. J'aime être dans une situation où j'ai tout à apprendre, et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec le planeur. C'est une façon de voler qui est tellement différente sans le moteur. On peut pas se louper parce que on n'a pas de moteur pour se rattraper. Et c'est une façon de voler qui est tellement fine et subtile, qui requiert de nouvelles compétences, d'autres capacités, d'aller chercher à ressentir les mouvements de l'appareil, tout en finesse et en délicatesse. Comme je vous disais, il y a 15 jours, j'ai réussi à faire mon premier atterrissage seul, sans instructeur. Et voilà, c'est une nouvelle victoire, une fierté qui me pousse à continuer, à aller plus loin, à poursuivre vers d'autres rêves et d'autres challenges. Vous avez aussi fait tomber les obstacles qui interdisaient aux personnes en situation de handicap de voler. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon brevet de pilote, je découvre que finalement, je peux voler le week-end, me faire plaisir, etc. Mais je ne peux pas faire grand-chose. En tout cas, je ne peux pas en faire mon métier. Je ne peux pas devenir pilote professionnel parce que le métier de pilote était interdit aux personnes handicapées. Les nuages, c'est gardé, c'est réservé aux valides et les handicapés n'ont pas le droit. La réglementation est ce qu'elle est. Et donc, j'ai décidé de me battre finalement pour faire changer cette réglementation et pour permettre aux personnes handicapées qui le souhaitaient de pouvoir vivre de leur passion, en fait. Voilà, on avait déjà les roues pour décoller, il nous manquait juste les ailes pour pouvoir devenir pilote professionnel et pouvoir être rémunéré pour faire de la surveillance de feux de forêt, du transport de fret, devenir instructeur. C'est un combat qui a duré pendant plusieurs années, mais finalement on a réussi. On a réussi à obtenir des oui. On est allé les chercher avec Guillaume, mon ami Guillaume, qui est paraplégique comme moi et passionné. Et on a réussi à faire changer la réglementation. C'était en 2003. Aujourd'hui, il y a combien de personnes en situation de handicap qui sont pilotes ? Il n'y en a pas énormément, je dirais. Je dirais qu'il y en a peut-être une 50aine. Et ce que je découvre, c'est qu'il y a pas mal, alors que c'était aussi interdit le planeur à l'époque pour les handicapés. Aujourd'hui, il y a pas mal d'instructeurs handicapés, pilotes de planeurs. Et ça, chapeau, hein, parce que franchement, quand je vois comme c'est
exigeant, contraignant et aussi très fatigant. Ça demande beaucoup de ressources, mettre en place les planeurs, la mise en œuvre, etc., sortir les machines, voler toute la journée. C'est quand même c'est épuisant, en fait. Et vraiment, je tire mon chapeau à ces pilotes, instructeurs, parce qu'ils ont énormément de mérite. Vous êtes aussi marraine d'une association qui s'appelle Inspire-Elle. Alors en fait, Inspire-Elle, c'est une série de podcasts qui est diffusée sur YouTube. Et ce sont des interviews de femmes qui ont réussi dans leur métier et qui ont choisi des voies qui n'étaient pas forcément simples, faciles, des voies qu'on dit parfois réservées aussi aux hommes. Et l'objectif, c'est en racontant notre histoire, d'expliquer aux jeunes femmes d'aujourd'hui qu'elles ont le droit de rêver, que tout est possible et que nous aussi, on a rencontré des difficultés, mais on a su les contourner, on a su faire avec, on a su trouver un chemin, inciter ces jeunes femmes à rêver, elles aussi, à rêver grand, à réaliser leurs rêves et à s'engager dans la voie qui les inspire. Et même si c'est une voie qu'elles pensent inatteignable, inaccessible, parce que réservée aux autres, réservée aux hommes, réservée... Voilà, non, on peut y arriver. On va passer à la dernière partie de notre entretien, avec des choses qu'on a déjà abordées au fil de l'entretien. C'est votre vision de l'engagement dans la société et de votre engagement. Et je vais vous poser des questions assez rapides et des réponses rapides. On va faire un petit peu un petit jeu de ping-pong, si ça vous va. Est-ce que vous pourriez me résumer d'un mot votre engagement ? Trajectoire. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti le plus utile ? Quand on a signé l'arrêté ministériel qui a permis d'ouvrir la voie pour les pilotes handicapés. Quel conseil vous donneriez à l'enfant que vous étiez, à la petite fille clermontoise que vous étiez, ou de Noir-Étable, pardon ? Ose, écoute tes rêves, arrache-toi de l'attraction et vole, tu as des ailes, on a tous des ailes, parfois bridées, brisées, atrophiées, mais elles sont là. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui ? L'injustice, et puis le fait qu'on juge l'autre trop vite. Vous savez, il y a un proverbe amérindien qui dit « Avant de juger une personne, marche 3 lunes dans ses mocassins ». Il faut apprendre, essayer de se mettre à la place des autres avant de les juger. C'est ce que vous ressentez au quotidien parfois quand vous n'êtes pas dans les airs ? Oui, bien sûr, ce sont des petites choses, mais je le vis encore aujourd'hui, bien sûr. Alors j'ai une question à laquelle je connais la réponse. Quel lieu vous aide à vous ressourcer ? Le ciel. Le ciel. Et mon lit. Et votre lit. Oh, mon lit. S'allonger, se détendre. Quelle est la qualité la plus importante pour s'engager ? L'écoute. Savoir écouter pour se mettre encore une fois à la place des autres, comprendre et puis observer. Observer pour prendre du recul, chercher les voies du possible. Observer et écouter. Quels sont vos projets pour cette année ? Alors, j'ai un projet magnifique qui serait de raconter mon parcours, mon combat à travers une pièce de théâtre. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Si j'avais une femme engagée que je souhaiterais que vous invitiez, je pense à Anne Fournier, qui est une femme engagée auprès des jeunes femmes notamment, pour les aider à suivre leur voie. Merci beaucoup Dorine Bourneton. Je rappelle que vous êtes pilote de haute voltige, pilote de planeur, et que vous avez réussi à faire voler les personnes handicapées et qu'ils puissent en faire leur métier. Merci Dorine. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que vous pouvez retrouver Les Engagés sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.